Bonjour à toutes et tous, bienvenue à une nouvelle édition d'Euroquestions, la série de webinaires courts de l'Institut Jacques Delors où nous décryptons l'actualité et nous présentons nos travaux. Aujourd'hui, nous abordons la question des élections législatives hongroises qui auront lieu le 3 avril prochain. Au pouvoir depuis 2010 avec son parti Fidesz, après une victoire écrasante en 2018, Viktor Orban affrontera dans ce scrutin une coalition de 6 partis regroupés sous le nom Unis pour la Hongrie. Dans un duel aux résultats plus ouverts que lors des 3 présentes élections législatives, Viktor Orban et son opposant Peter Markizai, désigné au terme d'une primaire, s'affrontent dans une campagne tendue sur fond de restrictions de liberté individuelle et de scandales de corruption visant notamment le gendre de Viktor Orban dans l'attribution de marchés publics. Alors que Viktor Orban avait été jusqu'à maintenant un des alliés phares de Poutine en Union européenne, son positionnement contre l'invasion russe de l'Ukraine et les efforts de la société civile hongroise pour l'accueil des réfugiés ukrainiens contrastent avec le positionnement jusqu'à présent très fermé de la Hongrie sur les questions migratoires. Ce nouveau paramètre ne devrait pas manquer d'influencer le scrutin. Nous sommes donc ravis d'accueillir Łukasz Maciek, chercheur associé Europe centrale et orientale à l'Institut Jacques Delors et directeur du campus de Sciences Po de Dijon, qui reviendra pour nous sur les enjeux de cette élection et ce qu'elle pourrait changer dans les relations entre la Hongrie et l'Union européenne. Avant de lui céder la parole, je vous rappelle que l'outil questions-réponses est disponible en bas de votre écran. Il vous permettra de poser toutes vos questions à notre intervenant que je relayerai dans la seconde partie de ce webinaire de 30 minutes. Je vous souhaite un très bonne Euroquestion. Bonjour, merci pour cette invitation et merci à vous tous de vous être connectés pour cette édition Euroquestion consacrée à la Hongrie et aux élections législatives en Hongrie. Alors, pour introduire le sujet, juste quelques éléments d'introduction. Pourquoi on s'intéresse à ces élections au-delà de la Hongrie? Je pense qu'on peut dire que Viktor Orban est devenu un personnage emblématique d'une certaine évolution, d'un certain phénomène politique très important en Europe, et en Europe centrale et orientale en particulier, phénomène que ses partisans appelleront démocratie libérale, le même phénomène que ses détracteurs appelleront les reculs démocratiques ou d'autres synonymes. C'est vrai que Viktor Orban, du coup, est devenu une forme de symbole, même s'il y a d'autres leaders qui incarnent ce même positionnement dans divers pays de l'Union européenne, mais sans doute Viktor Orban a une forme de primauté dans cette compagnie-là. C'est aussi un enjeu important parce que depuis 2010, c'est la première fois où l'élection a l'air relativement ouverte, même si, comme je vais le montrer, pour le moment, Orban fait figure de favori, mais voilà, un favori menacé, ce qui n'était pas vraiment le cas lors des législatives précédentes. Bien évidemment, ce qui rend ces élections particulières, c'est aussi tout l'historique des tensions entre la Hongrie de Viktor Orban et l'Union européenne. Je ne vais pas revenir là-dessus, on peut y revenir dans les questions si vous le souhaitez, mais bien évidemment, il y a l'enjeu de l'article 7 du traité sur l'Union européenne. Il y a aussi les questions de corruption avec Olaf, qui, de manière récurrente, dénonce un certain nombre d'irrégularités en Hongrie dans des proportions plus importantes comparativement à d'autres pays européens, comme Mathieu l'avait déjà évoqué. Un petit retour sur les législatives en Hongrie. Donc, je rappelle que la Hongrie est dotée d'un parlement unicaméral avec 199 sièges. Donc, il faut une majorité de 100 sièges pour avoir une majorité gouvernementale, 133 sièges pour disposer d'une majorité qui permet d'amender la Constitution, majorité que Viktor Orban a eue dans les 3 dernières législatives. Il y a un système mixte, un système électoral mixte avec un très fort effet majoritaire, ce qui fait que lorsqu'on obtient 48-49% des voix, on obtient la majorité constitutionnelle, même si ça dépend bien évidemment de la configuration précise des résultats, le système étant un tout petit peu complexe. Il y a aussi quelques craintes concernant la régularité de ces élections. L'OSCE envoie une mission renforcée après avoir constaté en 2018 qu'il s'agissait des élections libres, mais pas entièrement équitables. Autre élément intéressant cette année, il y a moins de forces politiques qui se présentent, surtout parce qu'il y a eu un regroupement de 6 partis au sein d'une même coalition. Et donc, on se retrouve dans un jeu avec 4 acteurs significatifs, 2 qui se détachent très clairement, et de facto, il y a une forme de bipolarisation entre Fidesz et son petit partenaire chrétien-démocrate, KDNP, d'un côté, et Unis pour la Hongrie, la coalition qui était déjà évoquée,
deux autres partis qui glanent des voix autour de 1-2%, mais du coup qui peuvent jouer un rôle parce que c'est autant des voix qui peuvent manquer à un moment donné à l'un des deux grands acteurs. Toujours en guise d'introduction, juste un petit rappel des élections précédentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous voyez les chiffres devant vous. Tout ça pour dire qu'effectivement, Fidesz gagnait très clairement les années précédentes, mais pour la première fois cette année, il est face à une opposition unie qui pourrait s'approcher des scores que Fidesz réalisait jusqu'ici. Alors, ma thèse, ça sera de dire que Viktor Orban reste un favori, mais un favori moins évident que d'habitude, mais il reste favori quand même. Alors, tous les sondages montrent que, sauf une période il y a quelques mois où effectivement c'était très serré, voire même à un moment donné, il y a à peu près un an, l'opposition avait l'air de pouvoir battre Viktor Orban. Tous les sondages de ces derniers mois montrent un certain avantage de Fidesz, même si parfois on est dans des marges d'erreur. Et on sait très bien que les sondages peuvent être trompeurs, d'autant plus que parfois ils peuvent être plus ou moins biaisés. Pour donner deux exemples récents, un sondage réalisé par une fondation proche du Fidesz qui donne des chiffres très sévères sur la popularité du challenger Péter Márkizai et qui tend à montrer que Viktor Orban s'impose clairement en tant que leader du point de vue de sa popularité personnelle. De l'autre côté, un institut proche de l'opposition qui lui aussi conclut un avantage certain de la coalition Fidesz-KDNP, même si l'enjeu de l'abstention, lorsqu'on prend l'ensemble de la population, l'écart est assez serré. En revanche, lorsqu'on prend uniquement les citoyens qui aujourd'hui sont décidés à aller voter, l'écart se creuse au profit de Fidesz. Alors, pourquoi c'est une élection plus difficile pour Viktor Orban que d'habitude? On peut revenir là-dessus dans le débat, mais il y a indéniablement une certaine usure de pouvoir qui commence à se faire sentir, mais surtout, il y a cette donnée inédite qui est le fait que l'opposition se présente comme un bloc susceptible effectivement de se situer au-delà de 40% au niveau du score. Il y a un précédent qui encourage, et qui a encouragé d'ailleurs cette unification de l'opposition, qui est le précédent des municipales 2019, où ce bloc-là a réussi à ravir à Fidesz un certain nombre de bastions et un certain nombre de grandes villes, dont Budapest. Et il y a eu une certaine dynamique qui s'est exprimée notamment avec la primaire qui était organisée à l'automne 2021, où un outsider, Péter Márkizai, a été désigné, un leader au profil atypique, mais susceptible de gêner le Fidesz, parce que idéologiquement, c'est quelqu'un qui vient en fait des milieux qui peuvent séduire une partie de l'électorat traditionnel de Fidesz, à la fois parce qu'il s'agit d'un conservateur qui a des positions très clairement conservatrices sur les questions de société, et il est aussi un élu, on va dire, de la Hongrie périphérique, ce qui est traditionnellement la base électorale du Fidesz. Et le début de sa carrière politique, c'était une victoire aux élections municipales où déjà il a réussi à allier une coalition très hétéroclite et il a réussi à prendre un vrai bastion du Fidesz, mais à l'échelle d'une petite ville d'environ 40 000 habitants. De Paris est maintenant d'essayer de refaire ce même coup à l'échelle nationale, ce qui bien évidemment est bien plus compliqué. Pourquoi je dis que malgré tout, Viktor Orban est le favori de cette élection? Il bénéficie d'une base électorale solide et stable, qu'il a su travailler idéologiquement de manière très forte. Et donc, voilà, on peut revenir là-dessus dans le débat. Il sait très bien jouer sur un certain nombre de thèmes, voire traumatismes, qui résonnent dans la population hongroise, ou en tout cas dans la partie de la population hongroise qui relève de son électorat. Il a su construire une position dominante dans les médias. Je crois que vous connaissez bien ce sujet, on pourra revenir là-dessus si vous le souhaitez. Il a aussi multiplié ces derniers mois des mesures fiscales extrêmement généreuses en augmentant diverses prestations, salaires, etc. Bien évidemment, il bénéficie aussi des doutes sur la viabilité de la coalition en face, qui est très, très hétérogène, alliant des partis qui vont de la gauche verte jusqu'à un ancien parti d'extrême droite qui certes s'est recentré, mais le débat reste ouvert sur le degré de ce recentrage.
et incluant les anciens socialistes très discrédités en 2010. C'est un peu ce discrédit des socialistes en 2010 qui est à l'origine de la fortune politique de Viktor Orban. Et donc, c'est un attelage assez particulier que cette opposition, mais qui a su quand même se mettre d'accord, animé par le souhait, je dirais, supérieur à toutes les autres priorités, qui est celui d'écarter Viktor Orban du pouvoir. Il y a eu un certain nombre de maladresses du candidat de l'opposition, Markizaï, voilà, qui a prêté flanc à un certain nombre de critiques et qui fait bien évidemment objet d'une campagne négative de la part du Fidesz, là encore relayée abondamment par des médias dans lesquels lui, de son côté, a moins d'accès. Par exemple, dans les médias publics, il n'apparaît quasiment pas ou pas du tout. Un bilan économique très bien vendu par le gouvernement et aussi un bilan sur la gestion de la crise sanitaire. Ce qui est un peu étonnant parce que très sincèrement, les chiffres ne sont pas si glorieux que ça. C'est-à-dire si on regarde les chiffres économiques hongrois, c'est très bon, mais c'est tout à fait dans la norme et parfois même un peu moins bien, que dans les pays de la région d'Europe centrale orientale. Vous avez devant vous quelques statistiques qui montrent ce point-là. Mais par exemple, si on regarde le taux de pauvreté, on voit un peu la situation hongroise. C'est-à-dire c'est les chiffres qui restent plutôt moins bons que d'autres pays de la région, alors que la Hongrie, en 1990, apparaissait comme le premier de classe. Mais si on regarde la tendance, c'est vrai que le bilan de Fidesz, par exemple, sur la lutte contre la pauvreté est plutôt très positif. Et c'est sans doute ça qui aussi fidélise une partie de l'électorat de Viktor Orban. Un peu comme en Pologne, d'ailleurs. Pareil sur la gestion de Covid, c'est un peu étonnant parce que si on regarde par exemple les statistiques de mortalité, la Hongrie apparaît très haut, le plus haut des pays de l'Union européenne, très nettement, mais le discours ambiant a réussi quand même à accréditer l'idée d'une gestion plutôt bonne, sans doute liée à deux choses, une vaccination précoce mais controversée parce que réalisée très largement avec des vaccins non validés par l'Union européenne, notamment des vaccins chinois et russes, et aussi par le sentiment de beaucoup de Hongrois que les restrictions en Hongrie étaient moins pesantes que ce qui a pu être le cas dans d'autres pays européens. Alors, il y a un facteur qui bouleverse évidemment la donne, c'est la question de l'Ukraine, où il est extrêmement difficile de prévoir l'effet sur l'issue du scrutin, parce qu'il y a deux narratifs qui sont mis en place, qui ont un peu balayé tout le reste, et il est difficile aujourd'hui de se faire une opinion sur lequel de ces deux narratifs va prévaloir. Alors, à la base, la campagne devait être assez classique. D'un côté, Viktor Orban qui jouerait à fond la carte de ce qu'on pourrait qualifier de guerre culturelle sur des grands sujets de société, autour de la question de défense du modèle traditionnel de la famille, question LGBT, une question aussi liée à aussi son thème favori sur une forme de complot incarné par George Soros. Ce qui est assez emblématique de ça, c'est qu'il a couplé ces élections avec un référendum qui porte justement sur la question famille, LGBT, etc., dans le prolongement de la très controversée loi qui était adoptée l'été dernier. De l'autre côté, l'opposition allait jouer notamment la carte de la corruption du pouvoir, les risques de la régression démocratique et une forme de retour en Europe. Là-dessus, et ils ont essayé eux aussi d'apporter un référendum à cette élection. Alors, grâce à une tactique dilatoire du pouvoir, ils n'ont pas réussi à avoir ce référendum le même jour. Ce référendum aura lieu, mais probablement à l'automne. Là encore, sur un sujet emblématique, l'installation d'un campus de l'université chinoise de Fudan à Budapest, avec de très grandes subventions, très fortes subventions du gouvernement. Tout ça vole un peu en éclats, encore que, pas complètement, notamment pour l'opposition, finalement, le chiffre n'est pas si important que ça. L'effet Ukraine, on voit deux narratifs qui se mettent très fortement en place. D'un côté, le Fidesz et Viktor Orban qui jouent la carte de la paix et de la stabilité, en accusant d'ailleurs d'une manière totalement excessive et pas très sincère l'opposition de vouloir entraîner la Hongrie dans la guerre en s'impliquant directement dans le conflit ukrainien. L'opposition qui insiste encore davantage sur le côté choix entre l'Est et l'Europe. Donc, on retrouve des thématiques qui, de toute façon, étaient déjà présentes dans la campagne de l'opposition, mais qui, bien évidemment, prend une ampleur différente dans le contexte actuel et qui tourne beaucoup autour de la dénonciation des liens très forts et des proximités assumées jusqu'à très récemment par Viktor Orban à l'égard de Vladimir Poutine.
Alors, quelles peuvent être les conséquences pour l'Union européenne et pour la relation entre la Hongrie et l'Union européenne? Alors, je vais rapidement esquisser 3 scénarios et on pourra revenir là-dessus dans le débat. Le scénario qui aujourd'hui paraît comme moins probable, mais pas impossible, c'est que Viktor Orban perd, et perd suffisamment clairement pour qu'il reconnaisse la défaite et pour que l'opposition accède au pouvoir. Ce scénario, sans doute, aurait la faveur de tous les opposants de Viktor Orban en Hongrie et en Europe. Il y aurait un bénéfice symbolique majeur pour les tenants du projet européen parce qu'effectivement, j'ai parlé au début de ce caractère emblématique de Viktor Orban et de sa tentative de construire une alternative idéologique au mainstream du projet européen. Ça serait un coup très dur à cette idée de l'illibéralisme. Ça serait un autre cas dur pour le camp eurosceptique à l'échelle européenne. Viktor Orban essayait de fédérer autour de lui toute une mouvance eurosceptique dure, voire europhobe, sans beaucoup de succès à ce stade, et probablement sa défaite signerait la fin définitive de cette tentative, ou en tout cas pour un certain temps. Ça réduirait très probablement de manière significative les tensions entre la Hongrie et l'Union européenne, et ça augmenterait d'autant les chances de trouver aussi un règlement des tensions similaires avec la Pologne, qui se retrouverait davantage isolée, et en plus dans le contexte post-guerre en Ukraine, qui peut-être amène à plus d'ouverture, plus de bonne volonté de part et d'autre. Ceci dit, c'est un scénario qui n'est pas non plus tout rose. Il faudrait composer avec un gouvernement hongrois probablement faible et pas très stable, qui ne serait pas non plus un partenaire totalement facile pour l'Union européenne, de fait notamment de son hétérogénéité interne, dépend d'interrogations qui continuent à entourer le parti Jobbik, qui il y a encore quelques années était un parti d'extrême droite très dur. Et puis, il y aurait aussi un risque de radicalisation accrue du Fidesz, qui, dans l'opposition, risquerait d'aller bien au-delà de ce qu'il pratiquait au pouvoir, avec le risque que si jamais la coalition gouvernementale explose, victime de ces dissensions internes, on pourrait avoir un retour au pouvoir de Fidesz, mais un Fidesz beaucoup plus dur, beaucoup plus radicalisé. Le scénario aujourd'hui le plus probable, c'est que Viktor Orban arrive à rester au pouvoir. Ça sera un triomphe personnel pour lui, voilà, 4e élection d'affilée gagnée, une forme de consolidation pour son pouvoir, avec des effets contradictoires dans 2 directions possiblement opposées. C'est-à-dire, ça pourrait l'encourager à aller plus loin dans les dérives qui ont caractérisé sa pratique du pouvoir depuis 2010, mais ça pourrait aussi peut-être, entre guillemets, le calmer, parce qu'il a sans doute fait un certain nombre de choses aujourd'hui dans l'optique de mobilisation de son électorat, et peut-être qu'au contraire, il serait tenté de recoller, entre guillemets, les morceaux avec les partenaires européens. Donc là, c'est très difficile de prévoir quelle serait sa lecture de la situation, et ça dépendra aussi sans doute de l'ampleur ou pas de sa victoire. Ceci dit, il faut dire aussi qu'indépendamment des résultats de ces élections, Viktor Orban apparaît déjà comme affaibli sur la scène européenne. Le contexte ukrainien crée une situation, par exemple, très compliquée dans sa relation avec les autres pays de Visegrad et notamment la Pologne. Je pourrais revenir là-dessus. C'était déjà un sujet de tension, mais qui est exacerbé par le contexte actuel. Et c'est un mandat qui s'annonce difficile. Les difficultés économiques sont devant le gouvernement hongrois. Il a beaucoup surfé sur une conjoncture économique très favorable. S'il y a un retournement de cette conjoncture, beaucoup des ressorts de son succès risquent d'être affaiblis. Enfin, un 3e scénario que j'appelle le scénario noir, qui ne paraît pas comme très probable, mais il est suffisamment présent pour qu'un ministre du gouvernement hongrois se fende d'une tribune dans la presse occidentale pour dénoncer ce scénario comme étant totalement impossible. C'est le scénario un peu à l'américaine, c'est-à-dire Viktor Orban qui perd d'une manière pas très nette et qui se refuse de reconnaître la défaite, avec du coup des dynamiques politiques qui pourraient être très compliquées, avec une radicalisation du discours de son côté, mais aussi en face. Je ne vais pas trop élaborer ce scénario parce qu'encore une fois, je ne pense pas qu'il soit très probable, mais voilà, je pense qu'il mérite d'être cité. Voilà, pour terminer, quelques questions qui restent en suspens. Quid de l'avenir de l'opposition si elle est battue? Est-ce qu'elle saura maintenir la dynamique unitaire, ou est-ce que ça sera à nouveau une nouvelle période de division? Quid de la récomposition au Parlement européen? C'est une question qui est restée en suspens depuis le départ du Fidesz du PPE.
Voilà, ça pose pas mal de questions par rapport à la structure de la scène politique européenne. Puis de l'évolution du groupe de Visegrad, j'ai déjà un peu évoqué le sujet. Le conflit ukrainien crée une nouvelle donne. On se retrouve avec un gouvernement tchèque beaucoup moins complaisant avec Viktor Orban que ne l'a été le gouvernement précédent. Le gouvernement polonais est, voilà, un exemple parmi beaucoup d'autres. Le voyage du Premier ministre tchèque, polonais et slovène à Kiev, évidemment, l'absence tout à fait logique de Viktor Orban de ce voyage est quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre, notamment en Europe centrale. Donc voilà un certain nombre de questions qu'il faudra se poser au lendemain de ces élections. Voilà, désolé, j'ai dépassé de 5 minutes le temps qui m'a été imparti. Néanmoins, je voudrais dire une dernière phrase, c'est que tout ça nous renvoie finalement à l'idée que le contexte post-invasion de l'Ukraine par la Russie ouvre peut-être une nouvelle séquence dans la relation entre l'Europe centrale en général et l'Union européenne, et peut-être que c'est une opportunité pour ces pays de trouver un nouveau positionnement dans leur relation à l'Union européenne et vice-versa. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, on va tout de suite rentrer dans les questions. Un auditeur relève que le scrutin de 2018 avait été jugé par l'OSCE comme étant libre, mais inéquitable. Donc, cet auditeur nous demande de quelle manière ce scrutin de 2018 avait été, pour quelles raisons ce scrutin de 2018 avait été jugé inéquitable et quels sont les risques de cette élection, de cette campagne qui se déroule à présent. Alors, pour faire simple, c'est un problème de campagne électorale et de disproportion des forces pendant la campagne, avec notamment les médias du service public, les médias publics hongrois, très fortement dominés, pour ne pas dire totalement contrôlés par le gouvernement. Donc, ce côté non équitable était lié, je dirais, à l'égalité des chances, si je puis dire, pendant la campagne. Il y avait aussi d'autres préoccupations avec effectivement des discours parfois assez haineux, une ambiance de campagne délétère, etc. Chose qui effectivement risque d'être répétée par l'OSCE cette année parce que à nouveau on est face à une campagne assez dure. Alors des deux côtés, hein, c'est vrai que c'est une campagne assez dure, avec des propos très forts de part et d'autre, mais fondamentalement, il y a un déséquilibre. Encore une fois, je l'ai déjà dit, on est très, très loin du modèle français du contrôle de porte-parole par le CSA. Voilà, la présence de Peter Markizaj dans les médias publics hongrois est proche de zéro, ou peut-être même carrément zéro. Je ne voudrais pas être imprécis à quelques minutes près, mais c'est de cet ordre-là. Donc, c'était surtout ça. Après, ça reste des élections libres, c'est-à-dire il n'y a pas de pression sur les électeurs, je dirais, au moment du vote. Il n'y a pas d'intimidation des candidats de l'opposition. C'est vraiment essentiellement autour de la question de l'accès aux médias et à la visibilité qui est donnée aux différents. Merci beaucoup. Autre question sur l'opposition. Cette fois, donc, vous avez dit que l'opposant à Viktor Orban, M. Markizaj, avait un profil atypique. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus sur sa carrière, son parcours, et également sur cette coalition qui a été créée? Est-ce que son objectif est d'abord de battre Orban dans un scrutin, ou est-ce qu'il y a quand même eu une discussion sur un potentiel accord de coalition ou un potentiel programme en cas d'accès au gouvernement? Alors, atypique parce que déjà, il a une expérience politique assez limitée. Son expérience politique, c'est d'être maire depuis pas mal d'années. Il a gagné 2 fois d'une municipalité d'environ 40 000 habitants, ou peut-être un peu plus, mais voilà, une petite ville plutôt périphérique. C'est quelqu'un qui n'a jamais été ministre, qui n'a jamais été député. Donc, c'est vrai que quelque part, c'est un grand saut. Alors, c'est des choses qu'on connaît hein, dans d'autres pays, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, face à l'expérience d'un Viktor Orban qui a derrière lui 3 mandats, et 4 en fait, parce qu'il était déjà Premier ministre dans les années 90, voilà, donc, et puis aussi un parcours atypique parce qu'il y a des passages alors, qui sont assez typiques de la population hongroise, mais pas forcément des élites politiques. C'est quelqu'un qui est parti avec sa famille pendant un certain temps au Canada et aux États-Unis, où il travaillait dans des domaines qui n'ont rien à voir avec la politique. C'est quelqu'un qui a un double bagage. Il a fait à la fois des études d'histoire, mais surtout aussi des études d'ingénieur électrotechnique, je crois. Et c'est plutôt dans ces milieux-là qu'il a travaillé. Il a travaillé
plutôt sur des postes de marketing dans des entreprises relevant de ces domaines-là. Donc voilà, c'est quelqu'un qui effectivement n'a pas, c'est pas le parcours de quelqu'un qui a 15 ans militerait dans une organisation de jeunesse d'un parti, qui a 20 ans serait élu municipal, qui a 25 ans serait député. Voilà, donc c'est peut-être ça. Après, ça lui donne une forme de normalité, entre guillemets, qui peut séduire une partie de l'électorat. C'est le père d'une famille nombreuse, je crois qu'il a 7 enfants, avec une seule épouse, je précise. Donc, c'est aussi quelqu'un qui peut… Je précise ça parce qu'en Slovaquie, il y a un homme politique de président qui a, je crois, 8 enfants avec 7 femmes différentes, quelque chose comme ça. Donc, Peter Markizaj, c'est pas du tout ce modèle-là, donc quelque chose qui peut plaire effectivement au milieu conservateur. Quelqu'un qui affirme des positions très pro-européennes, très atlantistes, très occidentales, qui parle plusieurs langues. Sa visite à Bruxelles, paraît-il, s'est très bien passée. Ses négociations avec l'UPP, etc., étaient très, très positives à l'automne. Il a été soutenu récemment par Donald Tusk, qui est venu soutenir, etc. Sur la deuxième question, oui, il y a une espèce d'un programme commun. C'est-à-dire, bien sûr que la clé du voûte, c'est écarter Viktor Orban du pouvoir, revenir sur certaines décisions, ce qui va être très compliqué parce que beaucoup de choses sont verrouillées en fait par une majorité à 2/3 que cette opposition n'a aucune chance d'avoir. Donc, il y a beaucoup de choses qui voudraient changer dans le système et dans les réformes de Viktor Orban. Ils auront du mal à le faire. Ils devront composer avec des contre-pouvoirs qui sont complètement en main des proches du Fidesz, que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit la Banque centrale, etc. Donc, ça va être très compliqué pour eux. Mais il y a des éléments de programme. Alors, par exemple, ils veulent fixer une date pour l'entrée dans l'euro. Ça fait partie de… ils veulent effectivement reprendre des discussions avec l'Union européenne pour effectivement se sortir de la mauvaise passe de l'article 7, des questions d'état de droit, etc. Donc, il y a un certain nombre de points, notamment autour de la question européenne, mais il est évident qu'il y aura des dissensions internes. C'est des choses qu'on connaît en Europe centrale. Hein. C'est un tout petit peu ce qui se passe en République tchèque, avec Pierre Rimont, qui est arrivé au pouvoir l'automne dernier. C'est quelque chose qu'on a connu en Slovaquie à la fin des années 90. Donc, ce genre de large coalition construite contre quelqu'un qui est à un moment donné considéré comme un risque pour le développement démocratique du pays, c'est quelque chose que l'Europe centrale connaît déjà, avec des résultats inégaux d'un pays à l'autre. Merci beaucoup. On reçoit une autre question sur la dépendance au gaz russe. Alors, on sait qu'on parle beaucoup de la dépendance allemande au gaz russe, mais que la Hongrie est également concernée. Est-ce que c'est une question qui est apparue dans la campagne? Est-ce que c'est quelque chose qui inquiète de part et d'autre de ce scrutin? Alors, c'est sans doute ça qui fait que le discours de Viktor Orban sur la paix, la stabilité, la neutralité de la Hongrie dans cette affaire peut résonner auprès d'une bonne partie de la population, parce qu'il y a une vraie inquiétude. C'est vrai que la dépendance hongroise par rapport aux ressources russes est importante. D'ailleurs, on le voit, hier, le gouvernement hongrois, qui jusqu'ici a été loyal avec l'Union européenne sur la question de sanctions, sur la question d'un éventuel embargo sur le pétrole, la Hongrie a très clairement dit qu'elle ne respecterait pas cet embargo et qu'elle ne voterait pas pour. Elle n'est pas la seule, en l'occurrence, il faut le souligner. Donc, oui, c'est un vrai sujet. Il y a aussi le sujet de la centrale nucléaire. Viktor Orban a signé un grand contrat sur la rénovation d'une centrale nucléaire avec la Russie. Il a clairement fait comprendre qu'il n'était pas question pour lui que ce contrat soit inclus dans les sanctions. Mais ça joue dans les deux sens, c'est-à-dire c'est autant des arguments que l'opposition maintenant utilise pour montrer que Viktor Orban s'est entre guillemets vendu à Vladimir Poutine et entraîne la Hongrie dans une dérive orientale par rapport au modèle occidental qui effectivement motive une partie de l'électorat de l'opposition. Merci beaucoup. Peut-être une question d'ordre un petit peu historique. Donc, on voit beaucoup la position des Polonais vis-à-vis de la Russie, ce passif qu'ils ont. Qu'est-ce qu'on peut dire de la relation de la Hongrie historiquement avec la Russie et dans quelle mesure est-ce que ça peut impacter les opinions publiques dans le pays? Alors, il y a des passifs forts. Hein, 1848, l'armée russe qui aide l'empereur d'Autriche à marquer une révolte hongroise. Évidemment, 1956, mais aussi un certain nombre de choses liées à la présence de l'armée russe à Budapest et en Hongrie en 1945. Donc, il y a des traumatismes, il y a des passifs. Je pense que c'est sans commune mesure avec l'expérience polonaise.
de ce point de vue-là, le positionnement plus ou moins pro-russe de Viktor Orban depuis longtemps est quelque chose de possible et politiquement pas absurde, à la différence de ce qui est en Pologne. Et d'ailleurs, c'était peut-être le seul, ou en tout cas l'un des rares points de dissension entre lui et la Pologne, et aussi une des choses qui a par exemple compliqué les choses dans cette tentative de fédérer des forces eurosceptiques radicales au Parlement européen. Parce que lui, comme certaines autres forces politiques de cette mouvance-là, très pro-russe, avait du mal du coup à se mettre d'accord avec les Polonais pour qui cette question est non négociable. Et tout ça, évidemment, est renforcé par le contexte actuel. Donc oui, il y a de quoi mobiliser une mémoire, on va dire, très sceptique, très critique à l'égard de la Russie, mais encore une fois, je pense qu'on n'est vraiment pas dans le même contexte qu'en Pologne. Et les traumatismes structurants, en tout cas pour la partie pro-Fidesz de la population hongroise, ils se situent ailleurs et ils sont plutôt mobilisables à l'égard de l'Union européenne, à l'égard de l'Occident. Évidemment, le traumatisme hongrois, ça reste le traité de Trianon. Et là, pour le coup, ce traumatisme, il se tourne plutôt contre l'Ouest, contre la France en particulier, et pour le coup, la Russie n'y est pour rien. Donc, je pense que dans l'ordre de préférence, entre guillemets, effectivement, en tout cas pour l'électorat de Viktor Orban, le Trianon, la nostalgie de la Grande Hongrie, etc., y compris parfois après des débats sur l'origine de la nation hongroise, les liens avec les Huns d'Attila et des choses comme ça. C'est cet imaginaire-là qui, pour le coup, accentue ce côté aussi un peu oriental des Hongrois par rapport à d'autres pays, c'est-à-dire notamment cet imaginaire, effectivement, par rapport au passé Hun. Je ne dis pas que c'est forcément dominant, mais un certain nombre d'idéologues, proches de Viktor Orban, qui développent ce discours sur une origine plus orientale, ou en tout cas une dimension orientale forte dans l'identité hongroise, qui justement ferait que la Hongrie est différente et ne peut pas être réduite à un modèle occidental, assimilé au modèle libéral, supposé décadent, etc. Merci. Et il y a une vraie convergence idéologique sur un certain nombre de thématiques, comme par exemple, et on voit par exemple qu'il y a les pièces les plus controversées du travail législatif de Viktor Orban ont une affinité, voire peut-être une inspiration russe, que ce soit le traitement des ONG, que ce soit le traitement de la communauté LGBT. On voit là des convergences idéologiques assez fortes et assumées, en tout cas jusqu'à récemment. Et merci beaucoup. J'aimerais bien vous laisser avec une dernière question, peut-être élargir un petit peu. Un auditeur nous demande quid de la dynamique du groupe de Visegrad suite à ce scrutin. Est-ce que le groupe de Visegrad sera amené à être plus solide, moins solide et à avoir un rôle à l'avenir? Alors, déjà après les élections tchèques, on a bien senti que c'en était probablement fini de l'idée d'un groupe de Visegrad qui serait à l'unisson derrière l'agenda libéral de Viktor Orban et de la Pologne de Jarosław Kaczyński. En plus, maintenant, je pense qu'on a vraiment un vrai sujet entre la Hongrie et la Pologne compte tenu du contexte. Et on a une forme de rapprochement, au contraire, peut-être entre les Tchèques et les Polonais. On va voir si ça va durer. Donc, je pense que le groupe de Visegrad va probablement redevenir ce qu'il a toujours été, à mes yeux, c'est-à-dire un format de coopération régionale qui a le mérite de permettre à ces pays qui ont parfois des relations difficiles sur le plan bilatéral, je pense notamment à la Hongrie et à la Slovaquie, mais il y a des cas, hein, tchéco-polonais, tchéco-slovaque, tchéco-hongrois, tout ce qu'on veut. Donc voilà, c'est un cadre à quatre qui permet parfois de maintenir le dialogue là où sur le plan bilatéral, ça serait compliqué. Effectivement, sur certains sujets très pragmatiques, il y a une convergence d'intérêts, mais cette volonté de faire de Visegrad une forme d'alternative idéologique au couple franco-allemand et à un modèle libéral face à un modèle libéral porté par l'Occident, la partie occidentale de l'Union européenne, je pense que c'était jamais tout à fait viable, mais à mon avis, ça l'est encore moins, quel que soit le résultat des élections. Merci beaucoup pour votre présentation. Je voudrais remercier nos auditeurs. L'enregistrement de cette question sera disponible dès cet après-midi. Nous vous l'enverrons par mail. J'aimerais bien aussi vous signaler que Lukas Maciek sortira une publication pour l'Institut Jacques Delors dans la foulée des résultats de ce scrutin. Le prochain Euroquestion aura lieu exceptionnellement jeudi de la semaine prochaine, donc jeudi 31 mars,
de 14h30 à 15h. Et nous accueillerons Sylvie Berman, membre de notre conseil d'administration, ancienne ambassadrice de France en Russie et en Chine, qui abordera pour nous la question du sommet Union européenne-Chine, qui aura lieu le 1er avril et qui décryptera pour nous l'avenir de cette relation Union européenne-Chine à l'aune d'un contexte géopolitique changeant et que nous vivons tous au quotidien. Merci encore à vous et à très bientôt. Merci Lucas.